Bonjour, je suis Federico, P18, et je suis cofondateur et CEO de Clip. Et bonjour, je m'appelle Théophile, P18 également, et je suis CTO et cofondateur de Clip. Je pense que la première fois que j'ai aperçu Federico, c'était quand on rentrait dans un amphithéâtre, je pense, un des premiers amphithéâtres. Notre vraie rencontre, je pense, c'était en géologie. On était ensemble à Sisteron, et c'est là où, en plus petit groupe, on s'est vraiment rencontrés. Je dirais qu'on passait vraiment tout notre temps ensemble. On vivait dans la même chambre parce qu'à l'école des mines, on partage nos chambres, donc on était coloc. Et du coup, au moment de lancer le projet, je pense qu'on se voyait pas trop faire ça tout seul dans notre chambre sans que l'autre soit impliqué. Donc la question s'est pas trop posée. Voilà, c'était un peu une évidence. Est-ce que vous pouvez pitcher Clip? Tu veux que j'y aille ou... Vas-y. Alors, Clip, à partir de 2 photos d'une personne, on calcule sa taille de vêtements précise chez n'importe quelle marque. L'idée, c'est que un vêtement sur 3 acheté en ligne est retourné, principalement pour une mauvaise taille. Finalement, ça va coûter très cher aux marques, ça va émettre beaucoup de pollution. Chaque retour coûte en moyenne 20 € et émet 500 grammes de CO2. Donc les marques cherchent des solutions pour réduire ces retours. Exactement. Pour mieux se le représenter, en fait, simplement, on développe des algorithmes d'IA qu'on commercialise en fait en B2B aux marques et aux revendeurs de mode. Donc voilà, on ne s'adresse pas au grand public, on s'adresse directement à des entreprises qu'on va démarcher. On s'intègre sur les sites des marques, donc on a un petit bouton Trouver ma taille avec Clip. Et pour s'intégrer, on demande aux marques pas grand chose. En fait, c'est nous qui récupérons tout un tas de données directement qui sont visibles sur leur site. Et à partir de ça, on fait des recommandations de taille personnalisées à chaque produit et à chaque marque, quand il y a par exemple plusieurs marques sur le site. Et aujourd'hui, vous avez déjà quelques clients? C'est toi qui as trouvé le premier. Ouais, le tout premier, c'est un démarchage Instagram. Et donc, on a rencontré un premier client qui s'appelle Petron, sa fondatrice Marion. On s'est très bien entendu et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille ensemble à peu près. Et depuis, on s'est lancé avec d'autres marques, Tafanelli, Céline Chen, des marques de taille petite à moyenne. Et là, on a signé en début d'année un contrat avec un grand retailer et le lancement va arriver pour 3 marques et le lancement va arriver dans les prochaines semaines. Sur la genèse, je cherchais des chemises sur mesure parce que voilà, elles sont toutes très courtes pour moi, donc je cherchais du sur mesure. Et les boutiques étaient fermées pendant le Covid, et donc on cherchait des chemises sur mesure en ligne. Et c'est là où on s'est rendu compte que l'expérience d'achat de vêtements en ligne était complexe. Et donc on s'est mis à échanger avec beaucoup de tailleurs, puis des marques de prêt-à-porter. On a intégré l'option innovation entrepreneuriat aussi, on a pu échanger avec beaucoup d'acteurs différents qui nous ont un peu dirigés vers le marché du prêt-à-porter, qui est un marché beaucoup plus large que celui de la chemise sur mesure. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée de base, c'est créer une marque de chemise, sauf que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les compétences et les connaissances et même l'envie de vouloir créer une marque de vêtements. En revanche, ce qu'on savait plus faire, et notamment ce qu'on avait un peu plus après à l'école, c'était créer un outil qui permettrait de résoudre le problème, en fait le même problème, qui est de trouver sa taille de vêtements. On s'est rendu compte que ça, c'est un problème qui rencontrait toutes les marques dès l'instant où elles ont une présence en ligne. Et donc, c'est ça qu'on a décidé de commercialiser aujourd'hui. La première solution que les marques ont trouvée, c'était de proposer aux gens un guide de taille. Une espèce de gros tableau où on se mesure, il y a des mensurations et puis des tailles de vêtements qui correspondent. Bon. C'est des tableaux qui sont faux, qui sont peu fiables, et c'est le même pour tout le monde. Donc il y a pas mal d'entreprises qui ont émergé il y a une dizaine d'années, qui vont faire la même chose que nous en s'intégrant sur le site des marques, mais avec une techno complètement différente, où ils vont simplement poser des questions au consommateur sur son âge, sa taille, son poids, et lui faire une recommandation de taille. Et finalement, les marques ont beaucoup utilisé ces solutions, mais elles se rendent compte petit à petit que les recommandations ne sont pas précises, que les consommateurs ne font pas confiance, donc ils l'utilisent de moins en moins, et que finalement, ça n'a aucun impact sur leur taux de retour. Et nous, ce qu'on vient vraiment apporter à ce marché, c'est l'analyse de l'image du consommateur pour être plus précis et aussi lui donner plus confiance. Et le fait que ce soit si dur de trouver sa taille,
c'est quand même assez étonnant, on pourrait dire, parce que c'est des grandes entreprises qui font des grandes séries. Franchement, les marques nous le disent, elles en sont parfaitement conscientes. Même elles nous disent qu'au sein de leur propre marque, dans un certain type de t-shirt, elles vont prendre du S, dans un autre type, elles vont prendre du M. Et c'est simplement le fait qu'ils ont plein d'ateliers différents à travers le monde. Donc souvent, d'un atelier à l'autre, il ne va pas y avoir la même précision dans la confection des vêtements. Et l'autre chose, c'est que finalement, il y a un peu un gap entre la partie production et la partie créa. Donc en fonction des matières que les créas vont choisir, du fit du produit, finalement, ça ne va pas toujours avoir le même tombé sur les consommateurs. Et même si une marque arrivait avec beaucoup de travail à standardiser sa manière de tailler son t-shirt ou ses chemises, d'une marque à l'autre, il y aurait toujours des différences. Je peux mettre du S chez une certaine marque et du XS chez l'autre. Les marques, elles n'ont aucune raison de se coordonner ensemble. Et donc c'est ça aussi là, qui est la cause du problème, c'est que les consommateurs sont un peu perdus, il n'y a pas de système universel. Oui, et il y a aussi pas mal de marques qui font ce qu'on appelle du vanity sizing, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir vous dire que vous faites du 42, donc ils vont inventer un autre système de taille, par exemple T1, T2, et finalement ça va perdre les consommateurs. Oui. Ah oui, ok, d'accord, parce qu'il y a un stigma sur les tailles, les gros chiffres, les petits chiffres, et on va inventer du... Voilà, on ne veut pas vous dire que vous faites du XL ou... On décale tout simplement. Ah oui, on décale tout. Oui, on décale tout. L'idée, c'est que les marques, leur métier, c'est de faire des vêtements. Au moment où elles ont dû se mettre sur Internet, il y a tout un tas de problèmes qui ont émergé, et notamment l'énorme phénomène des retours. Et c'est un phénomène qui grandit aussi, c'est-à-dire que les gens achètent de plus en plus en ligne, et c'est un phénomène qui s'aggrave avec le temps. Et là, récemment, il y a même des très grosses marques qui ont décidé de rendre payants les retours. Donc les gens ne peuvent plus retourner gratuitement. Ça, c'est une décision qu'ils ont prise, et là ils sont en train de faire marche arrière dessus. Et puis il y a des marques qui tout simplement essayent de bloquer l'ajout au panier de plusieurs tailles dans le panier pour en fait, essayer de réduire comme elles peuvent ce phénomène, mais c'est pas suffisant. Oui, donc pour ceux qui ne le font pas, la pratique aujourd'hui dans le prêt-à-porter en e-commerce, c'est justement de prendre, tu le disais, 3 tailles dans le panier, de faire l'essayage chez soi au lieu d'aller... Ça s'appelle le bracketing, où les consommateurs finalement vont acheter 2 ou 3 produits dans des tailles différentes pour les essayer chez eux, puis les renvoyer. Et ça, il y a des marques, comme le disait Théophile, qui aujourd'hui vont commencer à vous bloquer quand vous ajoutez plusieurs tailles dans votre panier. C'est un énorme frein à l'achat, donc ça peut paraître étonnant que des marques le fassent, mais ça prouve vraiment combien les retours sont coûteux pour elles. Au-delà de la logistique supplémentaire que ça ajoute et des émissions que ça émet, il y a beaucoup de vêtements, il y a 3% à peu près des vêtements retournés qui ne vont pas être mis en vente. En fait, ça va juste coûter trop cher de les inspecter, les déballer, les remettre en vente, et vont être jetés dans des bennes à ciel ouvert. Il y en a une très connue au Chili, qui est visible depuis l'espace, où il y a plein de vêtements en fait, qui sont déversés dedans. Alors, au tout début, on a beaucoup été accompagnés par la fondation, notamment Stéphane Delacôte, qui nous a présenté à beaucoup de monde. On était aussi accompagnés par Philippe Mustard, au sein de l'option Innovation Entrepreneuriat. On a ensuite rejoint l'incubateur de PSL, au sein duquel la fondation a continué à nous soutenir à travers une bourse. Et ensuite, on a rejoint Station F pour un programme d'incubation de 6 mois par la région Île-de-France. Après ça, on a rejoint la Caserne, qui est le plus grand incubateur dédié à la mode durable en Europe. Et maintenant, donc on est indépendant, on vient de boucler une levée de fonds de 1,8 million avec des investisseurs à la fois qui viennent de notre industrie. On peut citer par exemple David Dayan qui a fondé Showroom Privé ou Laurent Grossman qui est propriétaire de Célio, mais aussi des personnes très techniques qui nous aident au niveau du produit, comme Romain Nicoli qui a cofondé Criteo ou Rossella qui était l'ancienne directrice IA chez Levi's et Nordstrom aux États-Unis. C'est ça, et à chaque étape depuis, surtout au début et encore maintenant, on s'est vraiment fait accompagner par la fondation et par les alumni. On en rencontre plus chaque mois qui passe et vraiment on tient à les remercier pour l'accompagnement parce qu'on ne serait pas à l'endroit où nous sommes aujourd'hui sans cet accompagnement et sans l'aide qu'ils nous ont apporté. L'école en soi, avec ses associations, a aussi beaucoup aidé dans notre parcours entrepreneurial, je pense. On a beaucoup de liberté pour, entre guillemets, entreprendre au sein de ces associations. J'étais notamment président du Grand Gala.
On avait revu tout le format, on devait gérer des gros budgets, nouer des partenariats avec des entreprises. Donc c'est un peu là aussi où on découvre le monde de l'entreprise. De même, je me suis investi dans la vie associative de l'école. J'étais président de l'association qui gère le week-end d'intégration. Et gérer une équipe, devoir gérer des budgets pour créer ce week-end, je pense que ça a été un peu fondateur dans ce qui suivra ensuite. Donc Clip, on est aujourd'hui une équipe de 7 personnes. On est très fiers d'avoir Théophile et Paul-Émile qui sont deux ingénieurs diplômés également du MVA de l'ENS Paris-Saclay. Donc on est vraiment spécialisé en computer vision, analyse d'images. C'est la technologie qu'on utilise chez Clip. Et on a également Johan qui nous accompagne, qui est un ancien entrepreneur. Donc voilà, il nous apporte aussi toute son expérience d'entrepreneur, de commercial. Et on voyait que les marques, quand elles regardaient notre produit, elles imaginaient tout de suite leurs clients l'utiliser. Et on leur envoyait des choses qui, sincèrement, n'étaient pas très jolies. Et donc, c'est pour ça qu'on a recruté Lucas, qui vient de l'école des Gobelins, qui nous a aidé à rendre ça beaucoup plus professionnel. Alors, mon conseil personnel, du coup, que j'aurais aimé me dire à moi-même il y a quelques années, c'est que pour entreprendre, il ne faut pas être un génie, avoir une idée formidable. C'est vraiment un métier comme un autre. Et je pense notamment les ingénieurs des mines ont une formation particulièrement adaptée au métier d'entrepreneur, parce qu'ils savent vraiment un peu toucher à tout, sans forcément aller trop dans le détail sur chaque métier. Et ouais, le conseil que je donnerais, c'est d'oser. Enfin, il n'y a rien à perdre. C'est un moment de... être à l'école des mines, c'est un moment où justement on peut tenter plein de choses, entrepreneur ou d'autres, mais ça en particulier. Mais il y a vraiment une procédure que Philippe Mustard explique très bien dans son cours d'option innovation entrepreneuriat. Il y a une procédure à suivre pour créer une entreprise. Finalement, ce qu'il faut, surtout pour entreprendre, c'est beaucoup de détermination et une capacité de travail. Si vous avez ça, vous pouvez entreprendre sans problème.